Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc en effet, je me propose d'essayer de synthétiser avec vous les indications d'iridotomie chez des patients qui ont des angles étroits. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est vrai qu'en Europe, le glaucome par fermeture de l'angle est relativement rare. C'est 1 sur 5 de nos glaucomes, mais par contre, ça représente 50% des cas de cécité. Et donc, le risque de cécité en cas de fermeture de l'angle est multiplié par 5 par rapport à un glaucome à angle ouvert. Quand on parle de fermeture de l'angle, il faut séparer 3 entités nosologiques différentes. Ce qu'on appelle la suspicion de fermeture de l'angle, c'est un patient pour lequel en gonioscopie, on ne voit pas le trabéculum sur plus de 180 degrés de la circonférence oculaire. Et à l'inverse, la fermeture primitive de l'angle, c'est une fermeture de l'angle avec une hypertonie et ou avec des synéchies. Et bien sûr, le glaucome par fermeture de l'angle, qui est une fermeture de l'angle, une hypertonie, des synéchies et un glaucome. Alors dans ces 2 derniers cas de figure, l'IP ou l'extraction du cristallin ne sont pas discutables, mais dans ces cas de suspicion de fermeture de l'angle, faut-il à titre systématique faire une iridotomie, ce que nous faisions encore jusqu'à un passé récent. Alors pour comprendre la pathologie, partons déjà des conditions physiologiques. Chez un patient normal, le cristallin est postérieur à l'éperon scléral, l'angle est ouvert et la circulation d'humeur aqueuse est facile. Sur un œil prédisposé, c'est-à-dire un œil de petite taille, quelqu'un d'hypermétrope, eh bien, l'augmentation du volume cristallinien fait que la chambre antérieure se rétrécit. Notre cristalloïde antérieur, qui normalement est postérieur à une ligne qui passe par les 2 éperons scléraux, devient positif. C'est ce qu'on appelle la flèche cristallinienne. Et tout cela crée un accolement, on va dire, de la cristalloïde antérieure à l'iris et une résistance au passage de l'humeur aqueuse. Tant et si bien qu'on a une pression de la chambre postérieure qui devient supérieure à la pression qui règne en chambre antérieure. Et notre iris va se bomber en avant. C'est ce qu'on appelle le bloc pupillaire relatif. Lorsqu'on fait une iridotomie, on va lever le bloc pupillaire et souvent, mais pas toujours, ça va permettre de réouvrir l'angle iridocornéen. Alors, j'ai fait une petite vidéo ici d'un patient à qui j'ai fait une iridotomie la semaine dernière. En haut à gauche, avant son iridotomie, vous voyez que l'angle est fermé, je ne vois pas le trabéculum. En haut à droite, on fait une iridotomie qui fait 300 microns à 10 heures. Et en bas, tout de suite après l'iridotomie, vous voyez que l'intégralité du trabéculum pigmenté est visible. Donc, dans la grande majorité des cas, même si ce n'est pas toujours le cas, l'iridotomie va réouvrir l'angle iridocornéen. Mais pas toujours, parce que si vous avez un cristallin qui est encore plus volumineux que ça, certes, l'iridotomie va lever le bloc pupillaire et approfondir un petit peu la position de l'iris, mais vous voyez que dans ce cas de gros cristallin, l'angle reste fermé. Et de la même façon que vous pouvez avoir initialement une réouverture de l'angle, donc vous êtes très content, mais au bout de quelques années, l'angle peut se fermer. Il faut donc refaire des gonioscopies, y compris quand on était content initialement du résultat. Deuxième risque, la crise d'hypertonie aiguë. Les travaux du professeur Abtel et du professeur Denis nous ont montré que chez ces patients dont la taille du globe oculaire est petite, eh bien, en condition de mydriase, le volume de l'iris augmente. Et donc, l'iris va venir brutalement se plaquer à la cristalloïde, le bloc pupillaire est total et l'élévation de tension est aiguë, brutale et très forte, ce qui aurait pu être évité par une iridotomie. Quid de la chirurgie du cristallin, justement, sur ces gros cristallins où l'iridotomie ne permet pas de réouvrir la chambre? Bien sûr, quand on enlève le cristallin, ça restaure l'anatomie de l'angle. L'abaissement pressionnel est nettement supérieur à celui d'une iridotomie, mais non sans risque, et on connaît les risques d'une chirurgie de la cataracte chez les patients hypermétropes. Il y a également le risque de survenue de synéchie, c'est-à-dire que lorsque la position de l'iris au trabéculum est prolongée, le patient va développer un adossement définitif entre son iris et son trabéculum, tant et si bien que chez ce patient-là, même lorsqu'on l'opère de cataracte, eh bien, l'angle ne sera pas réouvert, il est trop tard, et c'est ce qu'on va chercher de diagnostiquer avant une chirurgie avec une gonioscopie dynamique, en recherchant des synéchies qui peuvent être partielles ou totales. Et puis enfin, dernier point, une fermeture secondaire n'est pas toujours primitive. Il faut avoir des fermetures secondaires de l'angle. Je n'ai pas parlé des causes qui sont antérieures à l'iris, comme les glaucomes néovasculaires ou les membranes. J'ai parlé uniquement des causes postérieures, l'iris plateau, qui est la plus fréquente, les kystes ciliaires, les tumeurs, etc. L'UBM nous aide au diagnostic, mais juste en faisant une gonioscopie dynamique, on aura un aspect en double bosse tout à fait caractéristique. Dans ces cas-là, il n'y a pas de bloc pupillaire du tout. La fermeture de l'angle est variable selon que l'iris plateau est plus ou moins important. Et souvent, au début, il n'y a pas d'hypertension quand on a un iris plateau. On a rarement des jeunes qui viennent pour des lunettes avec une hypertension et un iris plateau, alors que l'iris plateau, c'est quelque chose de congénital. Souvent, la tension oculaire monte secondairement. Et dans ces cas de fermeture secondaire pure, l'iridotomie serait totalement inefficace. Néanmoins,
En cas d'iris plateau, on a tendance à faire une iridotomie. Il faut la faire, ça fait partie des recommandations de bonne pratique, parce qu'on a des mécanismes mixtes avec un iris plateau et un gros cristallin. Et notre iridotomie va réouvrir légèrement l'angle iridocornéen, souvent. Alors, si c'est ça, pourquoi on ne ferait pas toujours une iridotomie? Parce que c'est simple à faire, c'est rapide, il y a des conséquences. La plus embêtante de ces conséquences, ce sont les dysphotopsies, qui sont relativement rares, 6 à 12%. C'est-à-dire que si vous faites votre iridotomie en regard du ménisque lacrymal, eh bien, lorsque le patient est contraint à une source de lumière qui arrive directement vers lui, il va avoir un ray de lumière qui est très perturbant, qui souvent est réversible, mais pas tout le temps. Et typiquement, quand il conduit la nuit ou quand il va à un spectacle et qu'il y a des spots dirigés vers lui, il va avoir ce ray de lumière qui est très perturbant. On a aussi d'autres complications plus rares, des pics d'hypertension précoce qui sont facilement pris en charge, des hyphémas, des inflammations avec des synéchies entre le cristallin et l'iris, parfois des œdèmes maculaires cystoïdes, c'est rarissime. Pour ceux qui utilisent l'argon, on peut avoir des brûlures endothéliales. On a rapporté des cas de glaucome malin. Et puis, il y a quand même un coût à cette procédure qui, multiplié par le nombre de patients qui doivent bénéficier de ce traitement, n'est pas négligeable. Alors, jusqu'à un passé récent, dès qu'on avait une suspicion de fermeture de l'angle, c'est-à-dire un trabéculum non visible sur plus de 180 degrés, on faisait une iridotomie. Et puis, 2 études épidémiologiques assez récentes ont changé nos protocoles. L'étude ZAP et Eagle, que je vais vous présenter brièvement. Donc l'étude ZAP, c'est une étude justement qui a cherché à analyser quel était l'intérêt de faire une iridotomie quand on avait simplement une fermeture de l'angle sur plus de 180 degrés. C'est une étude qui est exclusivement chinoise, qui pourrait être non pas un biais, mais un bémol à cette étude quand on veut la transposer à nos patients européens. C'était des patients qui avaient entre 50 et 70 ans, une belle série, quasiment 900 patients qui ont été suivis pendant 6 ans et qui n'avaient pas d'hypertension, pas de synéchie, pas de glaucome, juste une fermeture de l'angle sur plus de 180 degrés. La moitié ont une iridotomie et l'autre moitié des yeux ont servi de contrôle. Les résultats, c'est que dans le groupe iridotomie, 4,19 patients pour 1000 yeux et par an ont développé soit des synéchies, soit une hypertonie, soit un glaucome, contre à peu près 8 patients pour 1000 par an dans le groupe des patients qui n'avaient pas eu d'iridotomie. Quant à la crise de glaucome aigu, il y a eu 1 cas dans le groupe des patients qui ont eu une iridotomie versus 5 cas dans le groupe contrôle. Et finalement, la conclusion de cette étude, c'est non pas que l'iridotomie a permis de réduire d'un facteur 5 pour la crise de glaucome aigu, ce qui est énorme, et d'un facteur 2, ce qui est énorme aussi pour la survenue d'un glaucome, c'est ce qu'on obtient quand on traite un patient hypertone plutôt que de le regarder. Et bien finalement, ce qu'on a conclu de cette étude, c'est que les complications étaient très rares et que finalement, l'effet d'une iridotomie prophylactique était relativement modeste. Ce qui, en termes numériques, est vrai. Quant à l'étude Eagle, c'est une étude qui s'est posé la question de savoir si une extraction du cristallin clair chez des patients de plus de 50 ans avec des grosses hypertonies était plus intéressante ou non que la procédure classique, c'est-à-dire IP plus traitement. Donc cette étude a l'intérêt d'être beaucoup plus cosmopolite que l'étude ZAP. C'est une étude anglaise, mais qui a inclus des patients chinois, australiens, européens. Donc elle est assez représentative de notre population. Un peu plus de 400 patients suivis pendant 3 ans. Et donc des fermetures de langue plus ou moins glaucome, uniquement chez des patients de plus de 50 ans avec des fortes tensions, plus de 30 et 100 cataractes. La chirurgie a été supérieure à tout point de vue en termes de tension, en termes de nombre de collyres, de chirurgie filtrante secondaire, en termes de coût, de qualité de vie. Et il n'y a eu aucun effet indésirable grave. Et donc la conclusion, c'était que quand on a une forte hypertonie chez des patients de plus de 50 ans avec une fermeture de langue, l'extraction du cristallin est à discuter. D'où la rédaction par Elisa Bluewall, Antoine Labbé, Florent Aptel, de nouvelles recommandations qui ont été publiées il y a 2 ans. Les indications incontestables de l'iridotomie, c'est bien sûr l'hypertension, le glaucome, un antécédent de crise d'hypertonie aiguë par fermeture de langue sur l'œil contralatéral, un patient qui rapporte des signes de crise subaiguë, des céphalées nocturnes, des glaucomes à Flecken, et la présence des synéchies antérieures périphériques. Et je me suis permise de rajouter, en l'absence d'une cataracte symptomatique, parce que je pense que quelqu'un qui a un de ces symptômes, mais avec une cataracte, évidemment, on va enlever son cristallin. Et puis, c'est des indications plus à discuter, des antécédents familiaux de glaucome par fermeture de l'angle, la nécessité de dilatation pupillaire récente pour des personnes diabétiques ou avec des problèmes maculaires, et l'éloignement d'un centre ophtalmologique. Enfin, pour les fermetures de langue secondaires, et je parle là uniquement des causes postérieures à l'iris, essentiellement de l'iris plateau, ce sont des glaucomes difficiles, et l'iridotomie reste la règle, afin de lever un éventuel bloc pupillaire associé. Je vous remercie pour votre attention.